Matériel aéronautique devient encore plus facile au Burkina. L'Assemblée nationale vient de donner le OK au gouvernement. Notre pays va entrer dans le cercle mondial des garanties. C'est un envol en perspective pour le transport aérien. La lumière de la sagesse africaine et des livres saints pour éclairer la voie de la sexualité des jeunes au Burkina. Appelés à contribution, les religieux et coutumiers proposent de remettre en selle les valeurs morales comme barrière aux infections sexuellement transmissibles. Et puis, les technologies de l'information et de la communication pour le développement. Un forum panafricain s'ouvre demain dans notre capitale sur le sujet. Pour en parler, nous allons recevoir le ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, Jean Koulidiati. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, la route a encore fait des victimes. Hier, une compagnie de transport de la place a terminé son trajet dans un ravin. L'accident est intervenu sur l'axe Ouaga-Bobo, précisément à Boro, un village situé à quelques jets de pierre de part sur la route nationale numéro 1. Le bilan est lourd. On déplore une dizaine de morts et plusieurs blessés. En attendant de statuer sur les vraies causes du drame, les premiers constats pointent du doigt une panne technique. Karim Sissi. Boro, village situé à quelques kilomètres de pas sur la RN1, un quart d'une compagnie reliant Bobo à Ouagadougou y a fini sa course. Le car a quitté Bobo à 11 h pour la capitale politique avec à son bord une soixantaine de personnes. Selon les informations reçues sur place, l'accident se serait produit aux environs de 13 h. Ils sont démarrés avec sensiblement une soixantaine de personnes sur 70 places. Les causes pour le moment, selon le chauffeur, c'est peut-être, selon lui, c'est dû au fait que la direction était bloquée selon les termes qu'il a utilisés. Donc pour le moment, bon, avec peut-être l'enquête, on verra vraiment quelles étaient les véritables causes de cet accident. 9 morts sur le champ, 1 en cours d'évacuation et de nombreux blessés, c'est le bilan de cet accident. On a eu 17 victimes au total qui ont été évacuées avant l'arrivée des secours sur place ici, dont une victime évacuée au CMA de Boromo et 16 victimes évacuées au CMA de Pa. Des 16 victimes évacuées au CMA de Pa, il y a 5 qui sont en cours de transfert au CHU Souro Sanou de Bobo Dioulasso. Et sur place ici, on a dénombré 9 victimes décédées. Actuellement, nous sommes à 10. Il y a eu 9 sur place, du coup quoi. Et il y a un qui a succombé au cours de l'évacuation sur Bobo Dioulasso. Le chef de gare de la compagnie en question demande à la population de les aider en appelant pour dénoncer tout excès de vitesse d'un quart de leur compagnie. C'est une situation vraiment que nous déplorons, sinon que le PDG met tout en œuvre, surtout le système de freinage, la pneumatique et tout le système. Aucune pièce même de staff même localement payée ici. Il met tout en œuvre. Mais il faut que la population aussi, nos passagers aussi nous aident souvent. Il a même écrit des notes pour l'excès de vitesse. Il a même interdit. Et il y a des sanctions, des chauffeurs qui ont été licenciés pour ça. Mais maintenant, il faut que aussi, les gens aussi acceptent de nous accompagner souvent, puisque nous ne pouvons pas être partout à tout moment. Il faut qu'on ait certaines informations quand même. Quand nous quittions le lieu aux environs de 18 h 30, les corps des défunts étaient toujours sur place. Des dispositions sont envisagées pour les inhumés. On ne cessera jamais de le répéter. La route tue, alors prudence. Le rapport 2011 du Conseil économique et social officiellement remis au président du FASO ce matin. Ce dernier point de l'institution porte sur le secteur minier avec au centre la question de l'exploitation de l'or. Le rapport focalise sur 5 recommandations visant à améliorer le secteur minier. Il s'agit entre autres du bon usage de la rente minière, de l'optimisation des recettes tirées par l'État ou encore d'une meilleure organisation de la production artisanale. Sur la cérémonie officielle de remise, le point de Adama Koulibaly. Expansion du secteur minier et développement durable au Burkina Faso, cas de l'exploitation aurifère, c'est le titre du rapport public 2011 du CES, le Conseil économique et social, remis ce matin au président du Faso. D'une centaine de pages, ce rapport fait la situation de l'exploitation minière, notamment de l'or au Burkina, la description des potentialités selon les régions et les perspectives pour l'économie et l'environnement.
Mais les points saillants de ce rapport sont surtout les 5 recommandations principales, parmi lesquelles le bon usage de la rente minière. Nous avons proposé par exemple la création d'un fonds dans lequel les compagnies minières vont contribuer, mais dans lequel aussi l'État, à partir des prélèvements qu'il fait, peut contribuer. Et ensuite, donc, ce fonds-là pourra être déployé pour réaliser donc, des projets d'investissement pour satisfaire les besoins de la population. Au nombre des recommandations figure aussi l'organisation conséquente de la production artisanale qui n'est pas sans conséquences sur la société. Depuis que l'État s'est désengagé avec la suppression du CBMP, non, il faut savoir que l'orpaillage maintenant est libre, mais c'est le domaine le plus dangereux parce qu'il est non réglementé. C'est l'orpaillage qui utilise beaucoup de produits toxiques, donc qui menacent les ressources en eau et les ressources des sols. C'est autour de l'orpaillage que se développe la délinquance, c'est autour de l'orpaillage que se développe le phénomène de la drogue, c'est autour de l'orpaillage que se développent les éboulements, parce qu'il n'y a pas de réglementation pour dire comment on doit creuser un trou pour éviter les éboulements. Donc c'est des dangers quotidiens. Et puis c'est autour de l'orpaillage que se développe, je dirais, presque la destruction des cellules familiales. Vous savez que dans les sites et dans les régions où il y a beaucoup d'orpaillage, parfois 1 tiers à 50% des enfants ne vont plus à l'école. Le renforcement des effets induits par l'exploitation minière à travers la création d'emplois, l'optimisation des recettes tirées par l'État au moyen de l'amélioration des outils de prélèvement et un meilleur suivi de l'activité minière constituent les autres axes de ces recommandations. Un toit à coût social pour les demandeurs répondant aux normes, une pierre après l'autre. La politique des logements sociaux prend forme. Dans cette initiative, l'État burkinabé peut compter sur le soutien du privé. Illustration dans les Hauts-Bassins, un entrepreneur a lancé un projet de construction de 200 villas, un projet réalisé au quart. Les 50 premières villas ont été présentées au Premier ministre Ahadi Sandamba, était de la visite, et voici son compte-rendu. Sur ce site de construction des logements sociaux de Bobo-Dioulasso, le Premier ministre vient constater la finition d'un échantillon de 50 villas construites par un promoteur privé. Question de le féliciter pour son engagement aux côtés du gouvernement burkinabé pour la promotion des logements sociaux. Je suis venu pour encourager le promoteur parce que vous savez très bien que la question du logement social fait partie vraiment des priorités du gouvernement. Le chef de l'État nous a demandé donc de traduire, de faire le maximum d'efforts pour promouvoir donc les logements sociaux à travers le pays. Voici un jeune opérateur économique privé donc, qui s'est investi dans l'immobilier. Mais je tiens vraiment à le féliciter et une fois de plus, j'aime toujours vraiment encenser en quelque sorte les jeunes qui ont de l'initiative. Les jeunes qui entreprennent parce qu'il n'y a aucune fatalité sur cette terre. Et ce qu'ils viennent nous démontrer prouve qu'avec beaucoup de détermination, on peut réaliser beaucoup de choses. Après donc ces 50 logements, le promoteur prend à nouveau l'engagement de faire les 150 autres sur les 200 dont la construction lui a été confiée dans de meilleurs délais. Il compte rendre tous ces logements au plus tard en fin avril 2014. Des logements qui devraient coûter chacun 7,5 millions de francs CFA. Voilà des pistes de solutions pour le secteur du logement. Des solutions, il en faudrait aussi et de toute urgence au secteur de la production d'huile de coton. Plus rien ne va du côté de l'écoulement pour cette catégorie de l'industrie burkinabé. Du patronat aux employés, tous attendent un signal d'espoir. Il pourrait venir de l'exécutif. Le Premier ministre a rendu visite aux promoteurs d'unités de fabrication. Il a promis de faire tout son possible pour que la crise trouve une issue favorable. Ahadi Sandamba. C'est sous une forte pluie que le chef du gouvernement arrive à la SNCITEC. Venu pour encourager les acteurs et échanger avec eux sur la situation actuelle des unités de production d'huile de coton, il ne pourra pas visiter les installations comme prévu. Il se contente donc d'un entretien avec les différents acteurs sur la question. Un entretien qui a permis au Premier ministre de s'imprégner davantage sur la crise et de promettre que le gouvernement fera tout pour trouver des solutions idoines, surtout durables. Il faut qu'on protège ce secteur parce qu'il est pourvoyeur de création d'emplois, de beaucoup d'emplois. Et nous allons donc nous pencher sérieusement sur cette question. Nous avons des pistes de solutions que nous avons élaborées d'ailleurs ce matin à l'occasion de la rencontre du gouvernement secteur privé. Et j'ai décidé de
de convier l'ensemble des acteurs de ce secteur et d'autres secteurs connexes pour que nous puissions avoir une concertation avant la fin du mois à Ouaga et nous pourrions donc prendre des décisions fortes pour permettre de sauver donc le secteur des huileries au Burkina Faso. Je vous rassure qu'il y aura, on peut jouer sur beaucoup de choses, on peut jouer sur les taxes, on va regarder de près ce qu'on peut faire sur le prix de graines de coton, on peut renforcer le contrôle douanier, il faut surtout renforcer le contrôle douanier parce que nous sommes convaincus également aussi qu'il y a beaucoup de fraude dans ce secteur. Voilà des mesures qui réjouissent plus d'un, surtout les travailleurs des unités de production d'huile de coton. Eux qui font de tout espoir sur cette visite au plus haut niveau, c'est ce qui justifie d'ailleurs leur mobilisation ce soir. Vraiment, nous sommes très touchés par la visite du Premier ministre. Il est venu témoigner de nos inquiétudes, de nos préoccupations. Il est venu lui-même toucher du doigt le problème de nos huileries. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier et le remercier. Vraiment, nous sommes soulagés, mais nous attendons le congrès. Il nous a promis, ils feront tout. Tout n'est pas facile, c'est vrai, tout n'est pas facile, mais ils feront de leur possibilité et de leur possible pour quand même nous soulager. Donc tout ce que nous on peut dire, nous attendons maintenant la suite. Une attente certainement favorable à la conservation des emplois dans ce secteur d'activité. Un domaine qui emploie plusieurs milliers de personnes ici à Bobo-Dioulasso, où sont implantées une trentaine d'huileries en règle avec les textes en vigueur. Au plan national, il y a plus de facilités d'accès en perspective pour l'acquisition de matériel et d'équipements aéronautiques. L'Assemblée nationale vient d'autoriser le gouvernement à adhérer à la Convention et au protocole relatif aux garanties internationales portant sur ce type de matériel. De façon pratique, c'est une opportunité offerte aux opérateurs économiques pour promouvoir le transport aérien dans notre pays. Sur la séance en plénière, le point de Anatole Nakoulma et de Sylvain Vebamba. Permettre à des opérateurs burkinabés, étatiques ou non, d'avoir des facilités pour acquérir des appareils et du matériel aéronautique à coût réduit, c'est ce que devrait permettre l'autorisation d'adhérer à la Convention et au protocole relatif aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobile que l'Assemblée nationale a adopté ce mardi à l'unanimité de ses 110 votants. La Convention plus son protocole permettent d'édifier un cadre juridique international qui permette à n'importe qui de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux acceptable. C'est-à-dire que dans cette transaction, le prêteur ne risque pas de perdre ses sous. L'intérêt de ces textes pour un pays enclavé comme le Burkina est d'abord de permettre à nos opérateurs économiques de promouvoir le transport aérien. Cette convention de protocole permet donc à nos opérateurs d'aller sur le marché et de disposer des moyens pour acquérir ces matériels aéronautiques pour booster le système de transport aérien dans notre pays. En examinant ces premiers dossiers de la deuxième session ordinaire de l'année 2013, la représentation nationale a mis en pratique son nouveau système de présentation des rapports en plénière. Un exercice apprécié par celui-là même qui l'a expérimenté. Je trouve que c'est une bonne initiative du président de l'Assemblée nationale d'avoir choisi d'exiger des députés qu'ils résument les textes. La flotte aéronautique du Burkina est estimée à environ 20 appareils que se partagent 6 opérateurs, dont 2 compagnies, un club et des entreprises privées. Et puis une pause de concertation pour repartir de plus belle. Le département en charge de l'aménagement du territoire marque une halte de concertation avec les partenaires techniques et financiers du ministère. À cette rencontre, il s'agit de revoir ensemble la mise en œuvre concrète des recommandations qui visent entre autres à renforcer les acquis du département en matière de dialogue et de concertation. Le reportage est signé de Nathalie Nabaloum-Savadogo. Cette rencontre entre le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation et ses partenaires techniques et financiers vise à donner des informations sur les dossiers phares engagés par le département et d'échanger sur les modalités de renforcer leur partenariat.
Il est aussi question de recueillir les propositions de suggestions des partenaires techniques et financiers. Nous avons un cadre de concertation permanent qui existe entre ces partenaires techniques et financiers, décentralisation et nous. Et ce cadre consiste en des échanges où chacun fait des suggestions pour l'amélioration du processus de décentralisation, en faisant ressortir certes les acquis, mais également les insuffisances sans détour, pour pouvoir mieux orienter le processus dans l'avenir, parce que la décentralisation est le socle sur lequel le plan émergent sera bâti. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a félicité le gouvernement burkinabé pour sa volonté d'approfondir la décentralisation à travers la mise en place des ministères pleins. Toute chose qui va contribuer à renforcer leurs engagements aux côtés du ministère dans la mise en œuvre de la décentralisation. Nous nous inscrivons dans le cadre de la déclaration de Busan sur l'efficacité de la coopération et donc nous nous alignons totalement aux priorités du gouvernement ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre de la décentralisation. Certains partenaires passent par l'appui budgétaire, d'autres partenaires ont plutôt adopté l'approche du programme, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne restent pas pleinement alignés aux priorités nationales. En perspective, le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation envisage de doter le Burkina Faso d'une vision prospective partagée sur la décentralisation et le développement local d'ici la fin de l'année 2013. Il ambitionne également de réviser le cadre juridique de la décentralisation et formuler une nouvelle stratégie de mise en œuvre de la décentralisation en phase avec la SCAD, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le Forum africain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. La rencontre va se tenir du 10 au 12 octobre à Ouaga. C'est donc déjà pour demain. Et comme annoncé, nous recevons le ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, Jean Poulidiati. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, la rencontre, c'est déjà pour demain, comme je l'ai dit, et vous avez du beau monde qui arrive à Ouagadougou, dont des personnalités de haut niveau, environ 200 personnes, si mes informations sont bonnes. Est-ce que vous êtes prêts déjà pour accueillir tout ce beau monde-là? Oui, le comité national d'organisation est à pied d'œuvre depuis plus de 2 mois. Et nous travaillons aussi en collaboration avec notre partenaire privilégié qui est l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce qu'en réalité, cette édition comportera 2 volets. Le premier volet, c'est la réunion de Impact. Impact, c'est le partenariat multilatéral international en matière de cybermenaces, dont le comité consultatif est présidé par le président du FASO, et aussi le forum africain de partage des meilleures pratiques en matière de TIC. Donc les 2 événements auront lieu, le premier le 10 et le deuxième le 11 et le 12. Alors pour l'un comme pour l'autre événement, de quoi s'agira-t-il concrètement? Il s'agit pour le premier événement de réunir les pays qui ont signé l'accord de participation à Impact. Donc sur les 193 pays membres de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, il y a environ 140 pays qui ont signé l'adhésion au partenariat, et ces 140 pays seront présents demain ici. Donc il s'agit de pouvoir voir, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé les 4 dernières années en matière de cybermenaces, qu'est-ce que l'UIT a pu faire pour les différents pays africains, mais aussi donner la parole aux différents ministres qui seront présents, une quinzaine environ, pour dire qu'est-ce qu'ils ont eu comme expérience en matière de cybermenaces, quels sont les dispositifs dont ils ont bénéficié et quelle est leur appréciation. Donc c'est là vraiment qu'intervient le thème, la thématique de partage d'expériences des meilleures pratiques. Le partage, c'est encore autre chose. Le partage des meilleures pratiques, c'est encore autre chose, puisque dans la plupart des pays, aujourd'hui, les TIC sont vraiment un domaine privilégié dans les projets et programmes des différents gouvernements. Donc chacun fait son petit bonhomme de chemin, et nous avons pris des décisions au dernier chemin. Les chefs d'État ont pris des décisions au dernier sommet qui a eu lieu au Rwanda, pour pouvoir permettre à l'Afrique de rentrer dans le monde de la... Connecter l'Afrique. Voilà, connecter l'Afrique, voilà, justement. Et depuis, le Burkina Faso s'est mis à pied d'œuvre et a engagé un certain nombre a fait un certain nombre de chantiers, a obtenu un certain nombre une certaine expérience. Beaucoup d'expérience, comme d'autres pays. Et il se trouve que tous ces pays-là se retrouveront ici. C'est là où intervient la journée du 11 pour vraiment partager
les différentes pratiques, les meilleures pratiques dans les différents pays pour qu'ensemble on puisse progresser. Alors ces pratiques aussi qui devraient viser, qui devraient accompagner cette initiative qui est données numériques pour le développement, c'est-à-dire que les données numériques boostent le développement. Tout à fait. Comment est-ce que cela devrait pouvoir se faire? En fait, les données numériques pour le développement, il y a beaucoup de données qui circulent. Tout à fait. Quelles sont les données? Quelles sont les données qui intéressent le public? Quelles sont les données gouvernementales en ce qui concerne le Burkina Faso qui sont disponibles et quelles sont les données qui sont régulièrement sollicitées par le public? Nous avons déjà fait des réunions pour pouvoir sensibiliser les différents acteurs, pour pouvoir justement savoir quelles sont les sources de ces données, qui produit ces données, pour permettre justement de mettre à la disposition du public. Bien sûr, les données privées ne seront pas concernées et les données concernant la sécurité ne seront pas concernées par justement ce processus de open data, c'est-à-dire les données ouvertes, accessibles au public, parce qu'il y a des avantages. L'avantage, c'est de deux ordres. Au niveau démocratique, ça permet l'ouverture, ça permet que le citoyen puisse savoir ce qui se passe, puisse avoir accès à l'information à tout moment. Et le deuxième côté, c'est enjeu socio-économique parce que tout simplement, il y a de nouvelles pratiques qui vont se mettre en jeu. Développement, par exemple, de nouvelles applications sur smartphone pour permettre donc aux populations qui le souhaitent de pouvoir avoir accès. Donc, c'est aussi la perspective de création des emplois. Et parlant d'accès, justement, est-ce que le Burkina est assez équipé pour profiter de cette opportunité? Vous avez parlé tout à l'heure de iPad, tout le monde n'y a pas accès. Oui. Quel est l'état de préparation de notre pays? Justement, il ne faut pas qu'on sous-estime le Burkina Faso. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain nombre de pays qui avaient été élus pour pouvoir bénéficier de ce projet, de ce programme par les autorités de la Banque mondiale? Le Burkina est le seul pays francophone à avoir été choisi pour justement bénéficier de l'opération Open Data, c'est-à-dire les données ouvertes pour le développement. Et pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, nous sommes le pays, l'un des pays les mieux organisés dans ce domaine, l'un des pays qui a pu adopter une cyberstratégie nationale en matière donc, de TIC, un pays qui a des cyberstratégies sectorielles, et ça se sait et ça se connaît. Et bien entendu, lorsqu'on travaille ici, au moins les autorités qui ont la gouvernance mondiale, j'allais dire, nous surveillent, nous observent, et c'est pour cela que nous étions ceux qui remplissions les conditions, les meilleures conditions parmi les pays d'Afrique francophone. On ne remplissait pas les conditions des 5 pays anglophones qui ont été sélectionnés. Mais comme il n'y avait aucun pays francophone, eh bien, la Banque mondiale a décidé de nous faire bénéficier parce que nous étions l'un des pays francophones. Et monsieur le ministre, justement, on vous a vu à la télé lors du lancement de cette information dont vous parlez concrètement. Oui. Le citoyen lambda, comment est-ce qu'il pourra en profiter? Comment est-ce qu'il va ressentir cette mise en œuvre? Comme je vous dis déjà, ça permet donc la mise en œuvre de certaines de nos cyberstratégies sectorielles, puisque vous avez peut-être suivi, il y a le mois passé, on a adopté un certain nombre de cyberstratégies. La cyberstratégie e-gouvernement, la cyberstratégie e-santé, non, e-éducation, la cyberstratégie bientôt e-santé et puis bientôt e-monde rural. Et bien entendu, on a déjà adopté la cyberstratégie e-commerce. Donc, vous voyez, c'est pour le commun des mortels. À partir du moment où ces cyberstratégies seront mises en place, notamment la cyberstratégie e-gouvernement, le public, le citoyen lambda, qui a la possibilité de se connecter à Internet, et on pourra revenir là-dessus, pourra donc avoir accès à toutes les données gouvernementales, à toutes les données dont il a besoin, sans quitter chez lui, à toutes les données personnelles au niveau, par exemple, du ministère en charge de la fonction publique, ces données personnelles au niveau du ministère en charge des Finances, qui est d'ailleurs le ministère leader en matière donc, de données mises à la disposition du public, mises à la disposition du citoyen. Et c'est là aussi justement qu'intervient la notion de cybermenace, oui. Parce que les données comme ça vulgarisées, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident à contrôler, on n'arrive pas à faire la barrière entre les données privées, les données publiques. Comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce que cette rencontre-là va apporter sur ce volet particulier? Justement, c'est pour cela que nous avons d'abord défini l'ensemble des producteurs, des principales structures qui produisent ce genre de données. Les données privées ne sont pas concernées. Les données, j'allais dire, en matière de sécurité, par exemple militaire, ne seront pas concernées. À partir de ce moment, tous ceux qui vont pouvoir utiliser les données privées, ce sera justement des personnes habilitées à le faire? Même pas, puisque de toute façon, l'individu est protégé. La loi protège l'individu.
Donc, celui qui utilise ce genre de données est en dehors de la loi, c'est-à-dire justement la notion aussi entre autres de cybermenace. Donc, concrètement, votre rencontre, est-ce qu'elle va statuer, est-ce qu'elle va prendre des décisions concrètes pour cette protection-là? Il y aura certainement la déclaration de Ouagadougou. La déclaration de Ouagadougou qu'on est en train de peaufiner et qu'on va soumettre à tous les collègues africains qui vont venir et même non africains, et pour pouvoir permettre justement de capitaliser l'ensemble de tout ce qui sera dit à l'occasion de ces rencontres-là, pour permettre donc aux citoyens de pouvoir en bénéficier. Donc vous disiez tout de suite, il y a l'accès. On n'a pas besoin tout simplement d'un iPad pour pouvoir avoir accès justement aux données. Même avec votre smartphone, vous pouvez, votre téléphone portable, vous pouvez avoir accès. Vous pouvez aussi aller dans les cybercafés, vous pouvez utiliser tout simplement. Mais bien entendu, il faudra aussi de la connexion. Comme vous avez suivi aussi l'actualité gouvernementale, il est décidé la construction d'un réseau souterrain de fibre optique qu'on appelle backbone en anglais, pour permettre justement qu'il y ait du très haut débit à la disposition du public, j'allais dire même du large public. Donc à partir de ce moment, je crois que vous comme moi, comme le Burkinabé presque lambda, pourra avoir accès donc, à la ressource informatique et donc accès aux données numériques. Voilà donc ce qu'il fallait retenir, ce qu'il faut retenir sur cette rencontre qui s'ouvre demain déjà à Ouagadougou, Forum africain de partage des meilleures pratiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et je rappelle que nous avons reçu pour en parler le ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, Jean Koulidiati. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci d'être venu. Et puis la suite du journal à préoccupations spécifiques, solutions spécifiques. Le milieu de l'éducation scolaire cherche les moyens de faire face aux difficultés. Les autorités communales de Ouaga ont pensé à une concertation avec les acteurs clés du secteur. À l'appel de la mairie, les responsables d'écoles et d'associations ont répondu présents. Réunis pour la même cause, l'ambition est de proposer et d'harmoniser les positions sur les actions à entreprendre à Isaïe Parkouda et Sié Sylvestre Da. Échange direct entre le maire de la capitale et les acteurs de l'éducation de la commune de Ouagadougou. Pendant plus de 4 heures, ils ont fait le tour des différents problèmes qui entravent l'épanouissement des élèves et partant l'ensemble du monde éducatif. Il s'agit entre autres de l'insécurité des élèves sur les routes de l'école, l'insuffisance des espaces réservés à la lecture, le manque de fournitures et la présence des débits de boissons à proximité des écoles. Les problèmes que nous vivons, c'est surtout l'arrivée tardive du matériel et l'insuffisance de temps en temps et puis aussi de la qualité. Le maire dit prendre acte de ces différentes préoccupations, dont la plupart sont d'ailleurs connues de ses services. Nous avons jugé qu'il était utile et même opportun de pouvoir rencontrer les acteurs de l'éducation pour échanger autour des préoccupations communes, surtout que l'État a transféré ses compétences aux différentes communes. Les préoccupations, il faut se l'avouer, ne sont pas nouvelles. Il y a des problèmes liés à la vétusté des locaux, avec l'étalement de la ville et la création de nouveaux secteurs. La ville a un besoin en termes d'équipement éducatif. En ce qui concerne l'insécurité des élèves, Marin Kazimi Ilboudo demande l'implication des parents pour une meilleure éducation civique. Et pour ce qui est de l'installation des débits de boissons à côté des écoles, le maire assure. Des dispositions sont en train d'être prises pour mettre fin à ces actes dans un meilleur délai. La lumière de la sagesse africaine et des livres saints pour éclairer la sexualité des jeunes. Dans un monde où les infections sexuelles sont légion, l'Union des religieuses et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement oppose le rapprochement avec les valeurs morales. Abstinence, chasteté, fidélité, voilà pour les prescriptions. Elles s'inscrivent dans le cadre général de quête de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au Burkina. Jonas Wemba et Nathalie Nabaloum Savadogo. Faire de la chasteté, de l'abstinence et de la fidélité réciproque dans les couples des moyens de prévention du VIH-Sida, c'est l'objet du présent atelier de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina qui entend mettre en œuvre ces nouvelles stratégies d'action à l'endroit des jeunes couples et des adolescents. Ce référentiel de communication fruit de 4 jours de réflexion entre responsables coutumiers, catholiques, évangéliques et musulmans est basé sur les livres saints et la sagesse africaine. Dans le cadre stratégique qui court, il y a un domaine d'action prioritaire qui a été dégagé exclusivement pour la promotion des valeurs éducatives et morales.
Donc c'est dans l'accomplissement de cela que nous avons élaboré ce document avec les 4 communautés. Ce matin, donc, on constitue ce document, donc sa validation. Ce document va servir donc de sensibilisation et de plaidoyer de toutes les communautés à la base au sein du pays. Les religieux et les coutumiers ont un poids dans la société. Et pour cette raison, ils ont un grand rôle à jouer pour la promotion des valeurs morales et éducatives au niveau de la jeunesse, selon Alice Sanon, représentant le Comité national de lutte contre le sida. L'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement bénéficie d'un appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida. Et puis voilà une autre valeur morale qui aurait besoin d'un bon coup de fouet, la solidarité. Notre monde de vitesse et de gain tend à la mettre en berne. Le HOLA vient de l'Observatoire national de la solidarité. L'institution voudrait plus de mobilisation pour le social. Et pour ce faire, il y a un travail de redéfinition des attributions à faire au sein même de l'Observatoire. C'est à Lumbila que les acteurs impliqués se sont retrouvés, Moussaki ou Moussissi. L'Observatoire national de la solidarité veut recadrer ses attributions, d'où cette rencontre de Lumbila. Les partis signataires de la charte se donnent une journée de réflexion. Ils vont relever les insuffisances constatées dans le processus d'adoption du décret de création de cet observatoire. Il s'agit de bien orienter la structure dans sa mission, celle de renforcer le dialogue social au Burkina. Ces attributions, telles qu'elles étaient disons, élaborées, ne correspondait pas tout à fait à ce que doit être un instrument d'opérationnalisation de la Charte nationale de solidarité. Donc c'est pour permettre de définir des attributions plus adaptées à la mission de l'Observatoire. À cette rencontre, il a été également question pour les parties prenantes de l'Observatoire de s'accorder sur les voies et moyens pour le financement des projets et programmes de la solidarité. L'objectif est d'accroître la visibilité de l'Observatoire national de la solidarité. Parlant de revalorisation de la morale, eux iront méditer sur leur forfait, loin des tentations du monde de liberté. 5 délinquants viennent d'être pris dans les filets de la gendarmerie nationale. C'est un coup de maître de la compagnie de Pau. Ce groupe de bandits opérait à main armée entre les frontières du Ghana et du Burkina. Portrait robot d'une opération qui a marché. Le point de nos envoyés spéciaux à Dakola, Franck Soubega et Arkiteda. Les voici, les délinquants qui font parler d'eux dans la zone d'échange de monnaie à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana, à proximité de Dakola. C'est à une quinzaine de kilomètres de Pau dans le Naouri. Au nombre de 6, un est toujours dans la nature et les 5 autres méditent sur leur sort dans les geôles de la brigade territoriale de gendarmerie de Dakola. Les derniers forfaits remontent au dimanche 22 septembre 2013 aux environs de 11h dans le village de Paga, en République du Ghana et faisant frontière avec Dakola au Burkina Faso. Toutes les brigades de la zone ainsi que le peloton de surveillance et d'intervention basé à Pau, qui est l'outil du commandant de compagnie, ont été mis en branle. Voilà. Et c'est sur la RN, aux alentours de la RN 25, dans le village de Kampala, que le peloton de surveillance et d'intervention, dont le commandant est à ma gauche, a réussi à interpeller 5 individus qui répondaient au signalement des délinquants qui ont été donnés. Pour plus de précision, ils ont fait leur opération à visage découvert. Ils étaient également fait partie d'un groupe de braqueurs qui avait attaqué au courant février 2013. Et à l'époque, ils avaient fait l'opération contraire. Ils ont opéré du côté du Burkina et rentré au niveau du Ghana. Cette attaque du 16 février dernier avait fait un mort. Leur mode opératoire consiste à des attaques à main armée à base de fusils de guerre et de chasse. Il y a une zone où les gens font l'échange. Ils font irruption dans la zone, à moto bien sûr. Voilà. Certains tirent en l'air et d'autres dissuadent les passants. Et les autres dépouillent, comment on appelle ça, les victimes qui sont déjà couchées. Voilà, parce que c'est une zone, quand vous arrivez, bon, ils font le champ, donc chacun a une liasse de billets, ça et là. Ils ont des sacs où ils ont
où ils ont des numéraires dedans. Voilà, donc il est somme de se coucher et il ramasse tout ce qu'il trouve. Les objets saisis avec les délinquants sont composés de 3 motos, des téléphones portables et des munitions. Le 6e délinquant qui n'a pu être arrêté serait le probable détenteur du butin et des armes et se trouverait au Ghana, selon le commandant de la compagnie de gendarmerie de Pau. L'enquête se poursuit et les 5 arrêtés seront présentés au parquet de Manga. En attendant, les forces de sécurité félicitent les populations pour la franche collaboration et les invitent à garder le même esprit car la réactivité de la gendarmerie dépend en partie des populations. Voilà une affaire donc à suivre. Et puis en sport, football, nous acheminons vers la date attendue de samedi 12 octobre prochain. C'est déjà dans moins de 3 jours. Le choc étalon du Burkina Fennec d'Algérie. Côté préparatif de la rencontre, la mise en place est remarquable. Les nôtres enchaînent les entraînements. Quant à la FBF, la Fédération burkinabé de football, elle se part à jouer au mieux sa partition. Tenez, la Fédération nous donne à voir un pan du dispositif qui sera déployé pour l'occasion. Bangba, David Kafando. Samedi prochain, les étalons rencontrent les Fennec d'Algérie pour le compte du match aller des barrages de la Coupe du Monde 2014. Ce match porte le label FIFA et la fédération se plie aux exigences internationales. À cet effet, une tribune de presse sera aménagée au stade du 4 août pour permettre aux journalistes sportifs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est la promesse faite aux journalistes par la Fédération burkinabé de football. Match spécial, dispositions spéciales. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pratiques pour permettre à la presse de faire correctement son travail. Ceci en songeant à des accréditations ponctuelles, mais en nombre limité, parce que dans le même temps, il y a au stade du 4 août la réalisation d'une tribune de presse. Une tribune de presse qui va être un espace de travail adapté pour permettre aux journalistes de travailler dans les conditions. Je crois que ça va changer avec le passé. Et ça, c'est comme c'est un match, en fait, c'est un peu spécial, avec des dispositions spéciales. Bon, je crois que à partir de ces dispositions, je crois que la fédération va pouvoir améliorer au niveau de la presse concernant les matchs au stade du 4 août, les prochaines séances des étalons. La tribune de presse, longtemps attendue par les journalistes sportifs, est enfin une réalité. Tous espèrent qu'elle soit pérenne. Voilà, échauffement donc avant samedi, et puis il y a effervescence aussi dans les coulisses du département de la culture en vue de l'organisation de la première nuit des Lompolo. C'est une récompense pour les professionnels des planches. L'initiative est portée par le ministère de la Culture en collaboration avec la Fédération nationale de théâtre du Burkina sur les préparatifs en vue de l'événement. Le reportage est signé de Bouma Ernest Nebier et Évaris Kombari. Après les Koundé, qui récompense le professionnalisme des artistes musiciens burkinabés, voici venus les Lompolo, un événement dont l'objectif est de reconnaître le mérite des hommes du théâtre. Au cours d'un point de presse, le ministère de la Culture, qui en est l'initiateur, a expliqué le bien fondé de la manifestation. Elle vise non seulement à récompenser les hommes et les femmes qui contribuent à la vie des planches au Burkina Faso, mais aussi et surtout à rendre hommage aux pionniers du théâtre burkinabé. Nous avons tenu à organiser cette nuit des Lompolo pour rendre hommage à tous les acteurs du théâtre qui ne sont plus de ce monde, mais également magnifier et rendre hommage et surtout féliciter et tous ceux-là qui animent donc la vie artistique et théâtrale. Cet événement culturel de récompense, qui est à sa première édition, a été tout simplement baptisé la Nuit des Lompolo. Lompolo, du nom de Lompolo Koné, un grand homme du théâtre burkinabé et surtout un pionnier, disparu en 1974. Lompolo, pourquoi? En référence à M. Lompolo Koné, qui a été l'un des premiers, des pionniers dans le développement du théâtre ici dans notre pays. Lompolo Koné, de la région des Cascades, qui a été l'une des premières personnes à créer la troupe ici, et nous avons même permis de remporter des prix. La nuit des Lompolo se déroulera le 18 octobre prochain. Environ 21 trophées seront décernés.
Il faut dire donc que la nuit des Lompolo est aux acteurs du théâtre burkinabé ce que les Galiens sont pour les journalistes. Les nouvelles de l'Afrique en bref et en images nous viennent du Sénégal, du Burundi et de la Guinée-Bissau. Dans ce dernier cité, 3 Nigérians essuient la furie d'une foule en colère. On les accuse de rapt. Mais avant de feuilleter ces pages, cap sur le Gabon, là, un éboulement de terrain fait des victimes. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.